Merci Villefaquin pour le titre que tu m'as choisi, qui est un titre un peu bâtard pour brasser le parcours un peu erratique que je fais dans ma propre approche du héros, mais il fera quand même bien l'office. Donc moi mon truc en fait c'est de chercher par tous les moyens d'explorer l'héroïsme sous toutes ses formes et de casser un peu les canevas, les clichés de la fantasy canonique. Et je dis canonique parce que on l'a bien revu avec Conan, avec pour citer Fritz Leiber et d'autres. Il y a toujours eu des auteurs qui sont complètement sortis du cliché bien connu, comme quoi le héros, il représente les forces du bien, il est super balèze, c'est à lui qui revient de foutre la pâtée aux méchants. Ça va quand même être le cas dans 99% des œuvres et parfois c'est très très difficile de l'éviter. Ces clichés, on le sent venir, il n'y a pas de surprise. Merci, au revoir. C'est à cause de ce type de clichés finalement que beaucoup de lecteurs au début des années 2000, en grandissant un peu, ont décroché de la fantasy. C'est quelque chose qu'on entend encore souvent dans les salons littéraires. Moi, j'ai arrêté d'en lire un moment parce que ça tournait en rond. C'était toujours l'élu, il était toujours orphelin. On retombe sur le schéma de Campbell et sur les monomythes. Et il va toujours sauver le monde et c'est toujours les grands gentils, les grands méchants et ils vont se foutre sur la gueule et il y a des super pouvoirs dans l'histoire. Moi, j'ai envie d'explorer un peu le héros sous d'autres formes. L'héroïsme, c'est en fait, je me suis rendu compte en le préparant, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et en fait, ça fait vraiment partie des thématiques de mes bouquins. C'est d'aborder l'héroïsme autrement, de révéler les visages de l'héroïsme qu'on voit pas souvent. Je vais passer là-dessus parce que les définitions du héros, on en a plus besoin. Je voulais vous montrer d'abord, pour commencer, partir du monde réel, parce que si je veux un peu réexplorer qui est un héros, comment on fait pour être un héros, quelles sont les différentes manières d'être un héros. Je voulais partir du monde réel parce que oui, les écrivains de fantasy partent parfois, même souvent, du monde réel aussi, que ça soit l'histoire ou même le monde contemporain. Donc je voulais vous montrer d'abord quelques-uns de mes héros à moi, des gens qui moi me parlent ou m'ont parlé comme héros, ou en tout cas pour lesquels je me suis positionné. Alors ça, c'est Rachel Corrie, c'est une pacifiste américaine qui s'est présentée en Palestine devant les bulldozers israéliens qui détruisaient des maisons. Et le bulldozer lui est passé dessus, elle en est morte. Voilà quelqu'un qui est mort pour ses idées, en voulant défendre les maisons de familles palestiniennes contre un oppresseur. Ça, c'est peut-être parmi les plus grands héros actuels, et ce sont aussi ceux qui, quelque part, respectent le plus le monomythe de Campbell. Ce sont les migrants. Ils partent de chez eux, ils n'ont plus rien, ils sont, pas toutes les étapes, mais ils vont traverser des difficultés qui sont hallucinantes pour finalement se faire recevoir chez nous de façon pas toujours très amicale. Ils partent vraiment à l'aventure dans l'espoir de s'inventer ou de se réinventer, de se construire eux-mêmes. Je crois qu'on peut dire qu'à des tas de moments ils vont avoir une rencontre avec la mort. Par contre, il n'y aura pas forcément de retour. Mais en tout cas, ce sont des gens qui ont un véritable héroïsme et qui sont souvent considérés comme moins que rien, parce que ce qu'ils affrontent, c'est pas triste. C'est le héros qui est poussé par la nécessité, le héros du monde réel qui est poussé par la nécessité. Alors les femmes kurdes yézidis qui affrontent Daesh, respect. Ça, c'est vraiment des héroïnes au sens noble du terme. Elles savent ce qu'elles risquent si elles se font capturer ou qu'elles tombent entre les mains de Daesh. Elles défendent elles-mêmes leurs droits. Snowden, personne qui a pas risqué sa vie, quoique, mais qui a risqué quand même son statut social et sa liberté parce qu'à un moment ça lui semblait nécessaire, parce qu'il lui semblait qu'il fallait le faire, que c'était pas juste, sinon qu'il voulait pouvoir se regarder en face. Rosa Parks qui a refusé de céder sa place à un blanc dans un bus, ce qui a provoqué tout un buzz et qui a fait beaucoup avancer la cause des Noirs. Ça, c'est le jeune héros du supermarché cachère. C'est le héros qui s'est planté, malheureusement, qui est mort, qui a pas réussi son coup. Il a essayé de se débarrasser de Koulibaly. Il a essayé de choper son flingue et il s'est pris une balle dans la tête. Mais c'est un héros. Je pourrais en citer plein d'autres. Les journalistes de guerre, en général, qui risquent leur vie pour nous informer. Et qui le font maintenant, en plus, dans un contexte où on essaie de les noircir et de contrer leurs informations. Celui-là, c'est une photo qui a 1 ou 2 semaines dans les attentats qui ont fait exploser des bus en Syrie, qui essaie de sauver un enfant qui n'arrivera pas à sauver. Les héros gentils qui risquent peut-être un peu moins, quoique, parce qu'en France, on peut risquer beaucoup en aidant des migrants.
Alors lui, je sais plus très bien quoi en faire, en fait. C'était mon héros parce que, pour des tas de raisons, parce que c'était un poète formidable, parce que c'est peut-être un des meilleurs groupes rock que la France ait connu, et puis un jour, il frappe sa femme, il la tue. Parfois, le héros, il a aussi une face sombre, parfois on se la reprend dans la figure. Pas repouvrir le débat sur le fond, hein, mais c'est quelque chose qui est toujours marquant quand tu as un héros dans ton existence et que ce héros est remis en question. Et je le prends lui, mais il y en a un paquet d'autres. Hein. On pourrait parler de Rimbaud et on pourrait parler d'un paquet d'autres artistes qui à un moment ont révélé une face sombre, qui font tache sur la personne, qui n'en laissent pas moins une œuvre grandiose. Alors lui aussi, j'ai beaucoup admiré, mais quand on a découvert parfois certaines faces sombres de sa façon de traiter les femmes, l'héroïsme aussi a un peu trinqué. Mon papa, quand même, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Voilà, et alors pour le renversement de la pensée, pour l'audace, pour l'exploration, pour la façon de faire exploser les canevas de la pensée, etc., etc., etc. Et donc, en fait, voilà, je voulais aussi vous mettre... C'est pas grave, j'ai pas trouvé la photo. Moi, je voulais aussi vous mettre la pseudo-photo de l'exécution de Garcia Lorca par les franquistes, où on le voit faire une sorte de grand voix d'honneur ou déclamer un dernier poème. C'est une photo très marquante, sauf que, a priori, c'est pas lui, c'est pas la photo de son exécution qui s'est juste pris une balle dans le dos. Mais là, c'est aussi un héros véritable, mais qui a commencé à passer dans le mythe. On a commencé à reconstruire une légende autour de lui. Ce qui m'intéressait aussi, c'est comme auteur de fantasy, je replonge beaucoup dans les sources de l'épique et du mythe, parce que c'est une de nos premières sources, pas la seule. Il y a le merveilleux, il y a le conte de fées, il y a le roman d'aventure en général, mais le mythe est quand même quelque chose de très archaïque dans lequel on replonge souvent, et les grands épiques aussi. Et j'ai voulu voir comment on traitait les héros à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait aussi le grand héros, force du bien, qui affronte les forces du mal. Et quand on voit certaines productions hollywoodiennes là, qui traitent des mythes grecs aujourd'hui, je pense par exemple au Choc des Titans, on a cette impression-là. Est-ce que c'était vraiment le cas ? Et on va se rendre compte qu'en fait, il y a vraiment une façon de traiter les héros. J'ai préparé beaucoup trop, donc je vais tracer à travers mes trucs. Ça sera plus simple. On a la salle jusqu'à 19h30. Donc... Ouais, mais j'ai trop peu dormi pour tenir jusque-là, je crois. Voilà. Est-ce que ces mythes sont déjà manichéens ? Et on va se rendre compte qu'en fait, c'est vraiment pas le cas. Déjà, les dieux, si on part des mythes grecs, il n'y a pas dans les mythes grecs de diable, d'incarnation des forces du mal. On a des générations de puissances de la nature qui sont symbolisées par les dieux. On a les titans, on a les géants, on a les dieux primordiaux, et on a les dieux de l'Olympe. Et on a des affrontements entre ces dieux, mais on a aussi, dans certains cas, des alliances et des mariages, et avec des dieux qui sont nés de plusieurs générations de titans, de dieux, de géants, etc. Donc c'est pas du tout cloisonné. Il n'y a pas les forces du bien et les forces du mal comme on va la voir après. C'est la même chose dans les mythes irlandais. Par exemple, quand on prend le livre, donc pour les mythes celtiques en général, mais quand on prend le livre des conquêtes d'Irlande, par exemple, qui est un peu je vais pas dire la cosmogonie, mais les mythes qui remontent assez loin dans les mythes irlandais. On a une succession de peuples qui s'approprient l'île d'Irlande, qui sont des êtres qui sont fabuleux, mais qui sont en fait, quelque part, un mythe construit autour probablement de peuples réels dont on se souvenait vaguement qui avaient colonisé l'Irlande. Dans ces peuples, on a notamment les Fomorians, qui sont qui sont les entités qui se rapprochent le plus de monstres ou de bêtes ou de démons dans les mythes irlandais. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont nécessairement négatifs. Donc, on a l'affrontement de Lugh et du Dagda et de Balor, par exemple, qui est vraiment emblématique dans des affrontements importants entre Fomor et
et Tuatha Dé Danann, donc les Tuatha Dé Danann étant la dernière génération des envahisseurs de l'Irlande mythique. Donc les Fomorians sont un peu des forces de la nature assez bestiales. Ils vont avoir affaire à plusieurs générations, dont les Firbolg. Et les Firbolg vont finalement être supplantés par les Tuatha Dé Danann, qui sont les dieux les plus connus, le Dagda, Nuada, etc., etc. Déjà d'un point de vue moral, les Tuatha Dé Danann commencent très mal. Il n'y a aucune justification au fait qu'ils envahissent l'Irlande et qu'ils prennent la place des Firbolg. Ils débarquent, ils exigent la moitié des terres d'Irlande et ils hâtent les Firbolg jusqu'à ce que les Firbolg leur cèdent et ils les massacrent. Donc il n'y a absolument aucune notion de bien et de mal. Les dieux qu'honorent les Irlandais sont juste des envahisseurs dans tout ce que ça a de plus brutal. Pousse-toi de là que je m'y mette. À côté de ça, ils vont retomber dans la seconde bataille de MacTuret contre des Fomorians et affronter des Fomorians, mais ils vont aussi épouser des Fomorians. Lugh est lui-même un descendant de Fomorians. C'est le cas de... Je trouve plus mes mots parce que j'ai pas dormi de la nuit. C'est pas très facile. Je vous demanderai de m'excuser. Ogma lui-même est descendant d'un Fomorian, donc il y a des généalogies où de nouveau ces forces, ces puissances se mêlent, s'unissent et peuvent être présentées comme façon positive. Le père du dieu Ogma, qui est un dieu de l'éloquence, je ne reviens plus sur son nom, mais est aussi présenté comme une créature très sage, à l'opposé du Fomorian brutal qu'on va retrouver dans les adaptations en BD, par exemple des mythes irlandais. Et alors on a les mythes hindous. Donc je vais globalement rester dans les indo-européens. Je vais surtout me centrer sur les mythes issus du brahmanisme, du védisme, enfin de ce qu'a donné l'hindouisme, sur les mythes grecs que vous connaissez mieux et sur les mythes irlandais, parce que c'est pas possible de brasser trop large. Mais grosso modo, c'est la même chose autant l'hindouisme est une religion qui est très morale par pas mal de côtés, avec un code de conduite, une notion de la vertu qui est très forte. Autant on y retrouve deux classes divines, les Devas et les Asuras, les Devas étant entre guillemets des bons dieux, mais quand on creuse un peu le sujet, les Asuras qui tiennent un peu le rôle de démons ne sont pas non plus définis comme des forces du mal et ne sont définis que comme des puissances qui s'affrontent avec les Devas. Il n'y a pas de notion de bien et de mal. D'ailleurs, là, un des indices de ça, c'est que dans pas mal de récits mythologiques, vous savez qu'il y a une trilogie Brahma, Vishnu, Shiva, une trinité. C'est dur, c'est vraiment dur. Voilà, qui est une représentation triple du divin, qui est supérieure aux Devas, donc Indra et toute sa clique, et aux Asuras. Eh bien, les Asuras peuvent aussi faire de l'ascétisme, des dévotions très puissantes, faire du sacrifice, endurer des choses difficiles pour prier Brahma ou pour prier Shiva et obtenir d'eux des faveurs. Immortalité, un astra, c'est-à-dire un puissant sortilège, une sorte d'arme spirituelle accordée par les dieux. Et donc les Asuras eux-mêmes peuvent être récompensés par la Trinité supérieure. Et de temps en temps, ça décolle, il y en a un qui devient un peu trop puissant et Vishnu descend remettre un petit peu les choses en ordre. Donc, à la base, déjà, on a quelque chose qui est beaucoup moins binaire que ce qu'on peut trouver dans le monothéisme. Ce qui est peut-être le plus proche ici d'un affrontement entre un principe du bien et du mal, c'est l'illumination de Bouddha sous l'arbre, où il va devoir, au moment où il se détache de ses émotions, il va avoir l'illumination, affronter le dieu Kama Mara, c'est-à-dire le dieu de l'amour et de la mort, qui va arriver avec ses armées, avec ses tentations, avec ses assauts divers auxquels va résister Bouddha, qui va essayer de l'empêcher de l'accéder à l'illumination. Ce qui est assez frappant, c'est que ça soit un dieu de l'amour ici, qui soit dans le rôle vraiment du principe négatif qu'on combat. C'est quand même une pensée qui nous est très très étrangère, qui est très différente de ce qu'on vit. J'avais pensé vous parler un petit peu de la figure du héros épique, si on descend un peu des dieux maintenant vers les hommes. C'est vrai qu'on a déjà évoqué pas mal de choses juste avant. Il y a les trois fonctions du héros mythique. Il y a son rôle d'instruction, ce qu'il dit des valeurs de la société, ce qu'il dit aussi de tous les héros qui ont fauté, qui ont commis une faute originelle, qui servent de leçon pour les autres.
la définition du héros n'est pas la même que maintenant. Le héros, dans le monde antique, il est forcément fort, il est forcément doté de super pouvoirs, il accomplit des choses qui sont totalement hors du commun. Il n'y a pas de héros du commun dans le monde antique. La condition, c'est d'être fort, et il est souvent issu d'un dieu, et il a souvent, dans les grands épiques, on a le héros accompli, donc dans l'Iliade, dans le Mahabharata, etc., on voit s'affronter des héros qui sont des guerriers accomplis. Mais avant ça, il y a toute leur histoire personnelle, où là, on refait le voyage du héros. On parle de héros qui sont souvent abandonnés quand ils sont enfants, qui vont faire tout un parcours avant de trouver leur place dans la société, voilà. Et donc on a des héros comme Courline, le grand héros celtique qui à 4 ans déchire déjà la gorge à des chiens et s'en prend à ses compagnons de jeu et commence à les massacrer au point que pour calmer son ardeur guerrière, alors Courline, quand il entre en fureur, il est assez impressionnant parce que il a la bouche qui part de travers, il a la langue qui sort, il a un de ses yeux qui s'enfonce très profondément dans son orbite et l'autre qui sort. Et donc pour le calmer, il a fallu le tremper dans 3 cuves d'eau successives, dont la première s'est tout simplement débondée directement, le tonneau s'est effondré, la deuxième s'est mise à bouillir, la troisième seulement a commencé à tiédir. Il a réussi à calmer son ardeur guerrière. Il faut dire que ces héros, évidemment, descendent souvent de Dieu. Ils ont du sang divin en eux, une généalogie, une ascendance divine qui explique aussi leur puissance hors du commun. Mais par contre, nulle part il n'est dit qu'ils doivent être bons. Nulle part il n'est dit qu'ils doivent être forcément dans le bon camp. Et une des conséquences de ça, c'est que dans les épiques, en fait, on a des héros dans les deux camps. Donc en fait, on est très loin du schéma actuel où il y a les héros dans un camp et ils se comportent globalement bien et de façon vertueuse et les autres se comportent mal et on va les noircir sous l'influence d'Hollywood. Évidemment, peut-être le premier affrontement de héros auquel on pense, c'est celui d'Achille et d'Hector, parce que c'est le plus connu. Dans l'Iliade, Hector est un personnage qui est en fait... Oui. Non, c'est grave. Il y a des conneries. J'ai dit, mais non, c'est Brad Pitt. Ouais. Là, pour une fois, Hollywood s'est pas raté dans les grandes lignes, dans l'essentiel, je trouve. Ils ont bien rendu la chose, ils ont bien compris le truc. Finalement, le plus sympa des deux, alors autant Achille, c'est le grand héros grec par excellence, c'est celui auquel les Grecs vont sans doute le plus s'identifier, c'est celui derrière lequel tout le monde se rallie, c'est vraiment l'emblème des Achéens, c'est l'emblème d'une nation. Autant le plus sympa, c'est quand même Hector, finalement, dans l'histoire. Celui dans lequel le texte de l'Iliade est le plus proche. Puis Achille a son orgueil, il y a toute une série de comportements qui sont pas toujours sympas chez lui. Il boude, il met l'armée grecque en danger parce qu'il veut pas se battre parce qu'il boude, etc., etc. Et puis il y a cet affrontement dont il va sortir vainqueur. Et il va avoir ce geste tout à fait élégant après, d'attacher le corps d'Hector à son char et de le traîner par terre en faisant, je ne sais plus combien de fois, le tour de la ville. Finalement, le personnage sympa, c'est peut-être pas lui, mais peu importe, c'est un héros dans le sens antique du terme. Il est fort, il a accompli des choses extraordinaires et il marque le souvenir d'une nation. À côté de ça, on a un respect très fort entre les ennemis, entre les deux camps. Et là, on le sent dans l'Iliade, notamment dans les dialogues entre Priam, le père d'Hector, le roi de Troie, qui vient rechercher le corps de son fils, qui va en discuter calmement avec Achille. On sent qu'on est dans le reflet d'une société où les nobles, l'élite guerrière se parlent à un code communique et où il y a un vrai respect de l'adversaire. En fait, cette bataille épique, ces grands épiques, et on verra que c'est la même chose avec le Mahabharata, c'est un peu comme des matchs en fait. On ne va pas assister aux forces du bien qui vont battre les forces du mal, on va assister à un match entre deux équipes. Et dans les deux équipes, il y a de bons joueurs et on a envie de voir leur affrontement. Alors évidemment, on a son équipe favorite, bien sûr, sinon c'est pas aussi grisant, mais on respecte l'autre équipe. C'est plus tout à fait notre façon de raconter des histoires. Et puis il y a des héros qui sont toujours dans le camp grec, qui sont assez interpellants et qui vont parler plutôt qui, outre le fait que ce sont des héros très costauds, vont interroger des aspects de l'âme humaine et montrer aussi des failles et des fissures de l'âme humaine. Et c'est toujours quelque chose que je trouve intéressant, c'est quand un héros chute, quand un héros tombe, quand il montre sa face sombre. Ça, c'est le grand Ajax Télamonos.
un grand guerrier d'un bouclier particulièrement puissant. Après la mort d'Achille, il va se battre avec Ulysse. Ils vont tous les deux aller récupérer son corps. Dans Troie, ils vont accomplir de grands exploits pour récupérer le corps et les armes légendaires d'Ulysse. Et une fois qu'ils vont se retrouver avec le corps et les armes de leur ami, ils vont se disputer. Parce que tous les deux estiment être plus en droit d'obtenir les armes d'Ulysse. Ils vont... Pardon ? D'Achille, oh là là. C'est pas possible. Voilà, et donc ils vont porter leur jugement devant les dieux, devant Héphaïstos. Et comme Ajax est quand même beaucoup moins doué qu'Ulysse pour baratiner, il va perdre ses armes, ça va le rendre fou. Il va devenir en fait dingue de jalousie, d'orgueil. C'est quelque chose qui monte lentement au fur et à mesure des étapes de leur discours, de leur dispute. Au point que il va vouloir s'en prendre à ses amis les Achéens, à son propre camp, tellement il rentre dans l'amertume et dans la jalousie. Et comme il est aveuglé par sa fureur, qu'il est aveuglé par Athéna, il va confondre le bétail avec les Achéens et il va commencer à massacrer ce bétail dans la furie guerrière. Et pauvre bête. Et quand il prendra compte de sa fureur, il va finir par lamentablement se jeter sur son épée et se suicider. C'est une figure héroïque que moi je trouve très intéressante. Cette personne qui en vient à se suicider, à faire exploser toutes les limites parce que rien n'arrive plus à contenir sa rancœur et son orgueil. Ça parle de choses qui peuvent réellement arriver à des humains. J'ai peut-être zappé aussi Cuchulainn, si ce n'est pour... Vous connaissez tous plus ou moins le schéma du grand épique irlandais, la razzia des vaches de coulée. Donc en gros, ça commence par une dispute entre un roi et sa femme, Ailill et Meb, dans lequel il faut savoir que dans le monde celtique, les femmes peuvent être propriétaires de leurs biens, contrairement au monde romain. C'est la femme qui signe, c'est ses biens à elle, et s'il se marie, elle garde ses biens, d'autant plus que le mariage est conclu pour une durée limitée. C'était une société qui était plus égalitaire. Et donc un jour, la reine Meb se vante devant Ailill qu'en fait, elle est plus riche que lui, qu'elle a plus de biens que lui, et qu'elle est mieux née que lui. Ce qui vexe très fort le roi Ailill, qui décide d'aller enlever le plus beau taureau du roi d'Ulster. Il y a un charme qui est fait qui endort les armées d'Ulster et finalement, en gros, il y a un seul guerrier qui va pouvoir résister à ce charme et affronter seul toutes les armées d'Ulster. C'est le fameux Cuchulainn qui a les yeux qui sortent et qui rentrent dans l'orbite. Or, dans ce combat, on a... je vais trop vite. Dans ce combat, on va avoir également un affrontement entre deux personnages qu'on peut considérer comme des héros admirables, qu'on peut considérer comme des bons. C'est son ami Ferdiad. Ferdiad est aussi un grand héros. Il est dans l'autre camp. Comme il est un des seuls sans doute capable d'affronter Cuchulainn, on veut l'envoyer affronter Cuchulainn. Il refuse, on insiste, on lui promet une femme, etc. On le saoule. Il finit par accepter et il affronte son ami Cuchulainn. C'est aussi à nouveau un drame qui est assez poignant parce qu'on a envie d'aimer les deux personnages et on sait qu'un seul des deux va s'en sortir et que l'autre va passer de vie à trépas. C'est évidemment le pauvre Ferdiad qui va passer de vie à trépas. Alors le Mahabharata. Le Mahabharata, c'est l'un des deux grands épiques hindous. C'est un peu l'Iliade hindoue. Ça date de l'époque védique, donc on est environ au moins 500 avant Jésus-Christ. Dans ce Mahabharata vont s'affronter deux lignées de cousins. Les Pandavas, qui sont censés être la lignée légitime, et leurs cousins, les Kauravas. Dans cet affrontement, on a le roi des Pandavas, Yudhishthira, qui est censé être légitime, et un grand héros à ses côtés, un de ses frères. Enfin, tous ses frères sont des héros, mais il y a en particulier Arjuna. Arjuna, qui est vraiment un des deux grands héros indiens, qui est accompagné d'un cocher, Krishna, qui est donc une incarnation de Vishnu qui a déjà fait la preuve de sa sainteté, qui lui aussi a fait tout un voyage du héros pour révéler sa nature et accomplir sa nature, et qui va se proposer d'être son cocher.
Mais dans l'autre camp, on a aussi des personnages, donc évidemment, Arjuna est accompagné du personnage le plus sain qu'on puisse imaginer, mais pourtant, dans l'autre camp, on a des personnages qui sont aussi intéressants et qui sont aussi considérés non seulement comme des grands guerriers, mais aussi comme des modèles et des gens très vertueux. Il y a par exemple Bhishma. Bhishma qui est un ascendant de la lignée, qui a refusé la royauté et qui est un grand guerrier. Alors dans le Mahabharata, c'est amusant parce que les guerriers s'affrontent à coups de flèches et c'est toujours des milliers de flèches qui pleuvent à la minute et puis des flèches qui contre, des flèches qui se plantent. Alors, les guerriers terminent les combats comme des pelotes d'épingle mais toujours vivants. Et donc Arjuna à un moment va devoir affronter son maître Bhishma qui est dans le mauvais camp. Et il est dans le mauvais camp par le jeu des loyautés féodales. C'est pas de sa faute, mais il doit le faire parce que ça obéit au code chevaleresque de l'époque, au code de l'élite. Et donc ce personnage de Bhishma va finir vaincu par Arjuna, qui est bien obligé d'affronter ce Bhishma qui sinon décime ses armées. Il va finir couché au sol sur un lit de flèches. Et il va demander, Arjuna, tu m'as fait un lit de flèches, fais-moi un oreiller. Et il lui tire 2 autres flèches pour soutenir son crâne. Et puis ils ont ensemble un dialogue des plus respectueux, des plus affectueux même. Ce sont 2 personnes qui sont dans des camps opposés, mais le drame de la guerre les amène à se combattre. Et finalement, c'est ça, le Mahabharata, l'Iliade, ça parle du drame de la guerre et ça parle d'hommes bons qui sont dans les 2 camps, d'hommes moins bons qui sont dans les 2 camps, de comportements plus honorables ou moins honorables. Et ça aussi, c'est devenu fort étranger à notre façon de raconter des histoires et je trouve que c'est dommage. Karna, un des personnages les plus sympathiques aussi, les plus intéressants en tout cas du Mahabharata. Karna, c'est l'autre grand guerrier du camp des Kauravas, c'est l'autre grand guerrier du camp qu'on souhaite voir perdre. D'abord, c'est un des frères du camp des Pandavas. On va dire que leur mère a eu un petit enfant divin, dieu du soleil, avant de mettre au monde les Pandavas. Elle a abandonné son fils. Et donc lui aussi va connaître le schéma classique de l'abandon, être recueilli, finalement s'accomplir lui-même, devenir un grand guerrier et revenir là où est sa place dans la société des Kshatriyas. Mais comme il a été élevé par un conducteur de char, il reste déconsidéré. Il reste traité comme étant d'une basse caste, en fait. Et le seul qui le respecte, qui va, après des exploits de sa part, qui va le respecter et le récompenser avec des honneurs et avec un royaume et en le traitant comme un frère d'armes, malheureusement, c'est Duryodhana qui est le chef des Kauravas, qui est le roi usurpateur, qui est le big villain de l'histoire. Et donc Karna va, bien que ce soit un personnage très vertueux, être reconnaissant envers ce roi et va lui rester fidèle, envers et contre tout. Ce qui fait qu'il sera dans le mauvais camp. C'est un personnage qui a pas de chance parce qu'en plus il va accomplir de grands exploits. Il va notamment réussir à se procurer par ses dévotions un astra, une arme puissante qui pourrait être un atout dans la guerre, mais malheureusement il se prend des malédictions qui vont lui jouer des mauvais tours au moment de l'affrontement. Et on se doute bien qu'évidemment il va lui aussi affronter Arjuna. L'affrontement d'Arjuna et de Karna est même le highlight du Mahabharata, l'affrontement par excellence. Et notamment, il va se faire passer pour un brahman dans son passé, avant d'être le héros accompli qu'on va voir au Mahabharata, il va se faire passer pour un brahman pour devenir l'élève d'un brahman. En tant que kshatriya, en tant que guerrier, il n'aurait pas pu. Et un jour, son maître brahman se repose, a posé sa tête sur sa cuisse pour se reposer, et lui est aux prises avec un vilain bourdon, qui est une incarnation divine aussi, mais peu importe, et il refuse de bouger, il encaisse des piqûres à sang, nous dit le récit, et il refuse de bouger pour ne pas déranger son maître, son brahman, par respect, vraiment de façon vertueuse. Et malheureusement, quand il se réveille, le brahman se rend compte de la résistance à la douleur de Karna et découvre qu'il est un kshatriya, qu'il a donc obtenu indûment le savoir de brahman, le savoir de l'astra, et le chasse en le maudissant en disant le moment crucial, quand tu livreras ton combat le plus important, tu oublieras ce savoir. Donc voilà un homme qui était bien brave, qui était vertueux, qui était sympa et qui en plus est puni. Et donc dans l'affrontement final, puisqu'il n'est pas dans l'ordre, entre Arjuna et Karna, il se passe un truc excessivement sympathique, c'est-à-dire que non seulement Karna oublie l'arme qu'il voulait dédier à affronter Arjuna, l'astra, le
le puissant sortilège, mais en plus de ça, il a la malchance, en vertu d'une autre malédiction, de perdre une roue de son char, de briser une roue de son char, ce qui l'empêche de continuer le combat. Et donc, il s'assied il essaie de dégager son char, il essaye de s'en sortir, et que pensez-vous que va faire le noble Arjuna pendant ce temps-là? Il va tirer une flèche pour lui couper la tête, sur l'injonction de Krishna lui-même, qui lui dit « Sois pragmatique, il faut faire avancer les choses, tue-le, c'est ton dharma, donc c'est ton devoir de kshatriya. » Donc en fait, de nouveau, c'est Arjuna inspiré par Vishnu lui-même, s'il vous plaît, qui va commettre un acte qui n'est finalement pas des plus nobles. Et puis on va retrouver également, dans les deux camps, des créatures dont on pourrait penser qu'elles seraient dans l'autre. Par exemple, Ghatotkacha, qui est un personnage qui est très très populaire en Inde, qui est un Rakshasa, donc une sorte d'esprit intermédiaire. C'est un peu comme les daimons grecs, ce sont des puissances intermédiaires entre les dieux et les hommes qui ont un statut un peu comme on trouvera les anges et les démons par la suite. Qui va être aussi dans le bon camp, qui va se sacrifier pour les Pandavas. Voilà, tandis que par contre Shiva va à un moment se retrouver dans le mauvais camp, dans le camp des Kauravas, après une invocation d'un autre personnage, à des fins vengeresses. Donc les dieux vont se retrouver finalement à intervenir dans les deux camps. Karna est le fils du soleil, donc c'est aussi quelque part le dieu du soleil qui se retrouve dans le mauvais camp. Dans le mythe grec, on a évidemment dans l'Iliade, là ça vous parle certainement, des dieux qui prennent parti des deux côtés, qui défendent leurs enfants, leurs héros. Ça, je pense que c'est une des clés qui fait que le polythéisme est beaucoup plus fertile, beaucoup plus propice à raconter des histoires qui sont pas manichéennes. Les dieux sont des deux côtés. Il y a donc pas le camp du bien et le camp du mal. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Pourquoi est-ce qu'on est tombé dans ce foutu monothéisme? À un moment, quelque part aussi aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ, on a la pensée grecque qui évolue vers une sorte de syncrétisme, c'est-à-dire on est polythéiste, mais on considère petit à petit les dieux comme des entités idéales, ce qu'elles ne sont pas avant, et qui sont différentes facettes d'un même divin. Donc on a une version qui est assez fine, assez élaborée. C'est la même chose en Inde, où on considère aussi les devas et les asuras et toutes les créatures divines comme différentes facettes d'un même divin. On a un polythéisme qui est capable à l'époque d'absorber des autres dieux. Les dieux étrangers sont pas traités comme des ennemis, ils sont intégrés. On s'en inspire, on les incorpore. On les prend comme modèle, ou alors on dit tiens, ça c'est une autre forme de Zeus finalement, et je vais créer un Zeus, et on accole un épithète supplémentaire pour dire que ça c'est Zeus ceci, ça c'est Zeus cela. Enfin, il y a différentes qualités de Zeus qui correspondent en fait à différentes figures divines qui se sont mêlées en une seule. Et puis tout d'un coup, à Babylone, au sein de l'élite israélite en exil, on va commencer à, petit à petit, il y a un dieu sous forme de bœuf, un dieu des tempêtes honoré notamment sous forme bovine, qui va devenir le seul qu'on peut idolâtrer, et finalement le seul tout court, et on va rejeter tous les autres dieux dans l'interdit ou du côté finalement des forces du mal. Et ça va changer, je pense, c'est une des choses qui va changer profondément notre façon de raconter des récits et de raconter des histoires. Alors, ça commence avec le zoroastrisme, qui sont le premier, qui est une sédimentation d'une religion masdéenne qui est plus complexe. Voilà. Alors je fais un saut, on arrive au Moyen-Âge. On a bien sûr les mythes arthuriens qui vont être contaminés petit à petit, couche après couche, par la pensée chrétienne. Je vais pas revenir dessus parce que c'est sans doute ce que vous connaissez le mieux, où on sent encore la présence de finesse propre à l'épique et aux mythes pré-chrétiens. Je pense dans la matière de Bretagne en particulier à Tristan et Iseux. Tristan et Iseux, si vous avez vraiment eu l'occasion de lire le texte, c'est infiniment plus fin. C'est infiniment plus riche, infiniment moins manichéen que par exemple Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, ils s'aiment, ils souffrent, ils sont passionnés de A à Z, c'est pas possible, ils meurent, time. Dans Tristan et Iseux, on voit l'évolution de la relation.
Il n'y a pas de justification morale à l'infidélité. Hein. Actuellement, on aurait tendance à Hollywood à faire quoi? Ouais, mais le cocu, quelque part, c'est un salaud, parce que on aurait trouvé une sorte de justification morale, on aurait noirci le roi Marc de Cornouailles, alors que là, ce roi Marc, finalement, est un brave homme, un pauvre homme. Et puis c'est pas une histoire qui est triste tout le temps, c'est une histoire aussi qui évolue, où la passion laisse petit à petit place à une autre forme de relation. Donc c'est un amour évolutif. Ce qui est précieux, parce que finalement c'est assez rare dans les romances, même actuellement. Hein, on a cet épisode où tout d'un coup le filtre d'amour s'arrête alors que les amants sont en fuite dans la forêt, et où quand le roi Marc arrive un peu après et les découvre, il trouve une épée placée entre eux, ce qui est un symbole de chasteté, et donc il décide de les épargner. Mais c'est une façon de symboliser la fin de la passion, et la relation doit se reconstruire autrement, sans le filtre d'amour. Et puis alors, c'est drôle, il y a la complicité entre les amants. Ils sont pas toujours en train de se lamenter, d'être en train de soupirer, il y a ces petits trucs et astuces qu'ils mettent ensemble pour arriver à se voir. Il y a toute cette complicité qui naît quand il s'agit de contourner la farine, par exemple, qui a été disposée sur le sol entre les lits dans la chambre commune où dorment tous les nobles, parce que les barons jaloux de Tristan ont vendu la mèche au roi Marc. Le roi Marc décide de les surprendre, donc on place de la farine sur le sol parce que Tristan est blessé, enfin, etc. Il y a toutes des histoires, je vous invite à replonger dedans, je vais pas vous refaire le détail, mais ils sont inventifs, et on sent qu'il y a quelque chose qui pétille vraiment dans le récit entre eux. Une légende qui est vraiment médiévale d'origine, je veux dire, qui est vraiment un mythe qui s'est construit petit à petit au Moyen-Âge, c'est la chanson de Roland. Alors, la chanson de Roland, pourquoi j'ai pas remis ça en plein écran, moi? Dans la chanson de Roland, vous savez très bien vous savez ce qu'il en est. Le brave Roland, qui est un preux chrétien, affronte une armée de redoutables sarrasins qui ressemblent à peu près à ceci, et ça va être érigé comme mythe de la lutte entre les chrétiens et l'islam. Et évidemment, inutile de vous dire que d'un côté, il y a le vrai Dieu, le bon Dieu, le seul qui est juste, et de l'autre côté, il y a le mauvais Dieu, et que la notion de bien et de mal est déjà beaucoup plus placée. Sauf qu'à l'époque, c'était un petit peu plus compliqué. Dans l'Espagne sarrasine, il y avait des sultans ou des dignitaires sarrasins qui n'étaient pas toujours en harmonie entre eux, qui se faisaient la guerre entre eux. Il y avait d'ailleurs aussi des ethnies indigènes plus anciennes, dont les Vascons, et les Charles Martel et les autres grands seigneurs de la chrétienté de l'époque passaient des alliances avec certains de ces seigneurs sarrasins et pas avec les autres. Et donc finalement, cet affrontement qui aurait donné lieu à la chanson de Roland ne serait qu'une escarmouche dans lequel le comte Roland aurait affronté non pas de méchants sarrasins, mais des Vascons, en fait, qui n'étaient même pas des musulmans, qui sont les ancêtres des Basques et des Gascons. Oui, Madame Le Pen, carrément des Gascons. Ça casse un peu le mythe, hein. Alors il y a une autre figure de héros qui est tout à fait atypique, qui apparaît au Moyen-Âge, c'est la figure du saint. Le saint, il est absolument sans nuance. Du début de A à Z, depuis sa naissance, il est dans la pureté. Dieu parle par sa bouche, il fait des miracles, il enlève la souillure, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui est excessivement manichéen. Alors c'est aussi une petite tricherie du monothéisme, avec la volonté de retrouver un petit peu les êtres intermédiaires, les anges, les démons, les daimons, les rakshasas et tout ça. Mais en attendant, c'est quand même une figure assez particulière. Je vous ai mis celui que je préfère personnellement, c'est Saint Christophe Cynocéphale. C'est un saint qui avait une tête de chien parce qu'il appartenait au peuple légendaire des Cynocéphales. Voilà, un peuple d'Orient qu'on pensait exister au Moyen-Âge, qu'on retrouve notamment dans le roman d'Alexandre. Alors il y a des personnages historiques qui vont passer dans le mythe, qui vont acquérir des caractéristiques mythiques et dont on va raconter l'histoire. Donc le roman d'Alexandre, donc il y a les fameux 9 preux, 6 païens et 3 chrétiens, dont Alexandre le Grand par exemple. Donc c'est vraiment les 9 chevaliers ou seigneurs emblématiques qui servent d'exemple au Moyen-Âge. Donc Alexandre le Grand notamment va être source d'un roman qui est très populaire, sur lequel on va broder tout un récit sur l'Orient fabuleux, qui va continuer à être très populaire par la suite. Mais on réécrit aussi l'histoire de Charlemagne, et comme par hasard, Charlemagne, dans ces histoires qui circulent au Moyen-Âge, a été abandonné enfant, a été adopté par un sultan,
il a accompli le grand exploit de convertir évidemment à la chrétienté un certain nombre de personnages à la cour du sultan. Et finalement, il va revenir et reprendre le trône. Donc tout d'un coup, on retrouve le mythe du héros plaqué sur le personnage de Charlemagne. C'est assez intéressant. Ou des personnages comme Grégoire le Grand, qui lui aussi se feront plaquer des mythes intéressants. C'est Grégoire le Grand dont je parle, c'est pas Charlemagne. Mille excuses. Voilà. Et alors les anti-héros, là aussi, à la fin du Moyen-Âge, on va apparaître des anti-héros assez marquants. Plus dans une littérature populaire, dans une littérature satirique. Quand je dis populaire, c'est quand même aussi la bourgeoisie. Il y a bien sûr le roman de Renard, mais un autre roman pour lequel j'ai une affection toute particulière, c'est le roman de Fauvel. Alors Fauvel, c'est qui? C'est un âne. Alors un âne au Moyen-Âge, c'est pas forcément symbole d'obstination, c'est un symbole finalement assez négatif. Donc Fauvel, c'est un âne qui va s'emparer de la maison de son maître et devenir un grand seigneur auquel tout le monde va venir. Donc vous voyez, il porte la couronne. Et une fois à l'an, tous les grands dignitaires du royaume viennent torcher le cul, littéralement, c'est ce que dit le texte, à Fauvel. Donc c'est une image très crue, très parlante, comme se vend au Moyen-Âge, qui fait évidemment allusion, enfin il y a une critique évidemment du mauvais exercice du pouvoir, du roi de France de l'époque, etc., du pape qui se cache derrière. On a l'époque du grand schisme d'Occident. Voilà. Et puis ce goût pour les anti-héros va se poursuivre avec Don Quichotte, qui va signer la fin du roman de chevalerie, en tout cas en France et dans une partie de l'Europe, parce qu'en Angleterre finalement les mythes arthuriens vont continuer à assez bien se porter. Alors je sais pas depuis combien de temps je parle là. C'est bon. Ouais. Il me reste combien de temps là? Il reste 15 minutes. Ouais. Donc je vais pas vous faire la suite de l'évolution de la figure du héros, parce que ça va être contaminé par toute une série de choses, et notamment au début du XVIIe siècle, on va encore avoir un retour en vogue du roman héroïque, avec de longues sagas à faire pâlir George Martin, 13 000 pages, 18 000 pages. Il n'aura jamais le temps d'atteindre ça avant de crever, le père Martin. Qui puise dans des motifs antiques et dans lesquels on retrouve une certaine finesse de personnages, qui sont aussi liés au mouvement des précieux, et qui sans doute ont dû être une des étapes dont on parle assez peu dans l'évolution vers la fantasy. Mais en attendant arrive l'âge classique, et des personnages comme Boileau vont commencer à démolir non seulement ce type de roman, mais le roman en général comme étant un genre mineur, qui n'est pas repris de l'Antiquité, et puis surtout qui ne parle pas des valeurs chrétiennes, et qui ne devrait pas avoir droit de citer. Et donc le roman va se réfugier dans des visions. Alors on a des romans qui sont beaucoup des romances à l'époque, va pour se défendre quelque part contre ces accusations, ne plus présenter que des personnages idéalisés, des personnages idéaux, et on dit mais oui, on a du roman, mais vous savez, on exalte aussi des modèles, des vertus chrétiennes, des personnages hors du commun, etc. Et ça va sans doute pas aider à figer le héros un peu plus durablement dans des clichés et dans le modèle de perfection. Tandis qu'en Angleterre, ils sont toujours sous l'influence de Shakespeare, qui à la fois intègre toujours des éléments fantastiques et à la fois une vision de l'âme humaine beaucoup plus riche. Je voulais juste, je vais pas continuer sur le petit historique, mais je voulais juste vous parler de ce que moi je considère comme des réussites, de superbes réussites, ou des échecs cuisants dans l'art de transgresser ces codes et d'explorer un petit peu d'autres faces du héros, d'autres façons d'exploiter le héros, au risque peut-être que le public s'y retrouve moins, au risque que le public peut-être s'y identifie moins. Mais je pense en fait que souvent, on l'a vu avec ton intervention sur Stevenson, on est sorti complètement du canevas. On a un héros qui rate son initiation et pourtant le roman est un succès phénoménal. C'est la preuve que, et si vous écrivez, je vous y encourage, il faut oser, il faut exploser les codes, il faut explorer l'humanité. Je pense que quand Stevenson a écrit cette scène où le héros Jim n'assume pas ses pistolets, j'ai écrit des choses comme ça aussi. Quand le personnage tue pour la première fois, là, je pense que pour 99% d'entre nous, la réaction, ce serait un déni, ce serait un dégoût, ça ne doit pas être facile de tuer quelqu'un. Donc, c'est réaliste finalement. C'est plus réaliste sur la nature humaine. Alors, on a vu que Conan déjà à l'époque était pas manichéen. Finalement, c'était des récits qui étaient loin des grandes quêtes pour sauver le monde. Fritz Leiber était très intéressant aussi. Je sais pas si vous connaissez.
Et puis on a cette fantasy des années 80 90 qui multiplie les clichés, qui s'y enferment. La saga d'Harry Potter, très intéressante, parce que notamment elle va faire des choses assez audacieuses, comme salir par exemple la figure du mentor. Dumbledore à un moment en prend pour son Graal. Le père d'Harry Potter aussi à un moment en prend pour son Graal. On a ces scènes où il a des visions où Harry a des visions de son père molestant littéralement ou se moquant du jeune rogue Severus Snape qui n'a pas la chance d'être aussi populaire que lui, et où on voit Harry Potter être révulsé par les actes de son propre père. C'est intéressant. C'est une saga qui est hyper intéressante à plein d'autres titres, notamment le tome 5 comme illustration de la montée du fascisme vue à travers le prisme d'une école. C'est juste grandiose. Mais il y a un raté phénoménal qui est arrivé pour moi dans le tome 7 et dans le final de la saga. On avait un personnage qui était détesté et qu'on aimait détester, qui est celui-là. Ce personnage, à un moment, tue le mentor, tue Dumbledore, et si on est un peu malin, on a compris que Dumbledore avait demandé à Rogue de le tuer pour placer un pion dans le camp de Voldemort. Il est ambigu, le lecteur n'est pas sûr, est-ce que ce type est dans le bon camp, et est-ce qu'il est dans le mauvais camp, etc., etc. Mais on comprend petit à petit que Dumbledore, par son sacrifice, a placé un pion vital dans le camp ennemi, et ce pion vital est justement le personnage qu'on aimait détester. C'est génial. Et moi, quand j'ai fini le tome 6, je me suis dit, ok, voilà ce qui va se passer, elle est grandiose, cette auteure. On sait bien qu'Harry Potter est pas capable de battre Dumbledore en duel. Comment voulez-vous que ce petit blanc-bec, qui est en plus un élève moyen, batte Dumbledore? Ça va vraiment pas. Il y a trop de noms dans cet exposé. Batte Voldemort en duel. Voilà. C'est juste impossible. On a bien compris aussi, d'ailleurs c'est insinué clairement dans le texte, tout se met en place, que Dumbledore a encouragé l'obsession de Voldemort pour Harry Potter. Il s'en sert comme un leurre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans le duel final? Voldemort est concentré sur Harry Potter. Derrière, Snape sort sa baguette. Un Avada Kedavra. Et c'est le personnage le plus détesté qui massacre le grand héros de façon infiniment plus logique que si on avait ce duel final attendu entre Harry Potter et Voldemort, et qui n'est même pas un duel logique. Pensez-vous que c'est ce qu'elle a fait? Eh bien, moi, je trouve ça dommage. Parce que ça aurait vraiment été grandiose, et ça aurait été une super leçon morale, ça nous aurait vraiment appris quelque chose. Ça, pour moi, c'est un grand raté, parce que le duel final, moi, je l'ai vraiment trouvé quelconque, alors que j'ai jubilé dans cette saga à plein de moments. Sam et la reprise de l'anneau. Alors, ce qu'a fait Tolkien était parfaitement logique. Ça avait sa propre cohérence. On l'a vu, le retour du héros qui se passe mal pour Frodon, qui se passe mieux pour Sam, tout ça, ça a beaucoup de sens. Ce qu'il a fait, c'est bien. C'est vraiment bien. Mais il aurait pu faire quelque chose d'autre. Le moment où Arachné a, entre guillemets, tué Frodon. Sam s'agenouille auprès du corps de Frodon. Il croit que Frodon est mort. Est-ce que le lecteur croit que le héros est mort? Non. Et puis Tolkien fait un truc. C'est que Sam prend l'anneau. Et pendant une page, on assume le changement de héros. Pendant une page, il sent sur lui le poids de l'anneau, le poids de la responsabilité qui lui tombe sur les épaules. Et pendant une page, tu te dis, le héros est mort, et Sam est le nouveau héros. Et là, tu crois que Frodon est mort. Tu le crois parce que un autre auteur n'aurait jamais assumé ça. Pourquoi il aurait pris la peine de mettre une page en trop, de casser son rythme pour faire cet héritage de l'anneau, alors que tout le monde sait bien que Frodon n'est pas mort? Eh ben, moi, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, j'y ai cru. J'ai cru grâce à ça. Et puis, il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais il a fait d'autres choses intéressantes quand même. Donc, loin de moi l'idée de le condamner. Est-ce que le public aurait adoré? Est-ce que le public aurait adhéré à ce changement de héros? À ma connaissance, ça n'a pas été fait. C'est quelque chose qui reste largement à faire, et la fantasy est certainement un genre littéraire qui est tout à fait en position de tenter ce genre d'expérience. Moi, j'étais prêt à embrayer. Je sais pas vous, mais moi, Sam en nouveau héros, Sam que tout le monde adore, en plus le sidekick qui devient le héros principal, j'aurais marché. J'aurais adoré. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos réactions à ça. Est-ce que vous auriez marché? Oui, si je peux me permettre, je pense que c'est même plus subtil que ça. C'est-à-dire que, d'abord, tous les personnages de la communauté doivent, à un moment donné, être tentés par l'anneau. C'est indispensable. Ils doivent tous passer par la tentation de l'anneau. Galadriel, Gandalf, Frodo propose de prendre l'anneau. Tous
certains tombent, comme Boromir, ne peuvent pas. Et Sam doit aussi passer par cette phase. Alors comment c'est à ce moment-là, justement, pour qu'ils comprennent aussi quel est le poids de l'anneau. Mais si on reprend les schémas habituels, il ne serait peut-être pas totalement idiot de dire que, puisque le Seigneur des Anneaux démultiplie la figure du héros, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un unique, le grand intérêt du Seigneur des Anneaux, c'est de voir qu'il y a un héros, Aragorn, c'est le chevalier héros. Voilà. Il y a les deux hobbits, Frodo, Pippin et Merry. Ils sont jeunes, ils sont avant leur majorité. Donc c'est le roman d'initiation classique d'un jeune qui vont revenir, dans tous les sens du terme, grandi, et ainsi de suite. Et finalement, puisque la figure du héros dans Le Seigneur des Anneaux est fragmentée, c'est ça qui est vraiment tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'il faut réunir tous les personnages qui passent par l'anneau pour avoir un héros global. C'est lui c'est là où il a la grande idée. Peut-être que s'il y a un héros unique dans Le Seigneur des Anneaux, c'est ça. Alors et que le héros, si on veut faire la ligne, ce n'est pas Frodo, parce que Frodo rate son retour. C'est Sam qui, lui, va de A à Z, respecte tout à fait le circuit. Ça lui tombe dessus autant par hasard il est fidèle. Son mentor à lui, c'est Frodo. Ouais. Et il réussit son retour. Et il reste dans Hobbitburg jusqu'à la fin de ses jours. Et à la fin, d'après les annexes, après la mort de sa femme, il est le dernier des porteurs à avoir le droit d'embarquer. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles, pour moi, encore maintenant, Le Seigneur des Anneaux reste une des œuvres les plus riches et les plus intelligentes de fantasy. C'est par sa richesse thématique, c'est par la pluralité des héros. Il y a le héros de conte de fées, le héros qui fait son parcours initiatique, mais il y a le héros épique accompli en la personne d'Aragorn. Il y a des moments entiers où tu quittes le personnage que tu crois être le héros pendant la moitié du bouquin. Il y a des choix qui sont géniaux, il y a des thématiques qui sont géniales, et là où Jackson, il faut lui rendre justice, c'est qu'il a capté à peu près toutes ces thématiques. Il s'est complètement planté sur la scène de Sam et de l'anneau. Il a évacué complètement pour une surprise bidon que tout le monde avait vu venir. Oh maître, j'avais sauvé l'anneau, rassurez-vous. Il a fait deux, trois choses où je trouve qu'il a raté des tout grands moments de Tolkien, mais il est quand même passé à côté de thématiques intéressantes. Une des choses que j'adore chez Tolkien, c'est justement ce even the smallest person can change the course of things, ce rôle du personnage humble qui agit alors qu'il n'est pas fort, qui n'a pas le profil du héros, mais qui le fait par sens éthique, parce qu'il ne peut pas imaginer de laisser capoter les choses. Je trouve que c'est une très très belle thématique. Il y a de grandes phrases sur la guerre, il y a des phrases comme je ne voulais pas vivre dans un temps pareil, personne ne voulait vivre dans un temps pareil, mais tout ce qu'on peut ça parle vraiment de l'héroïsme. Ça parle de l'héroïsme sous toutes ses formes. Dans ma propre saga, j'ai deux camps et j'ai des personnages qui sont aimables et qui sont vertueux dans les deux camps. Ça parle de la façon dont la guerre déchire les gens comme des gens qui auraient pu être faits pour s'entendre, et ça explore. J'adore les personnages secondaires, j'adore quand les simples bateliers. Je me suis rendu compte que dans mon premier bouquin, le personnage qui avait le plus pesé sur le récit, à ma grande surprise, c'était un humble batelier qui avait posé les actes décisifs, parce que alors qu'il y a un combattant, il y a un magicien, qu'il avait surclassé tous les personnages puissants que j'avais placés dans mon récit. Ça, c'est des choses qui moi m'émeuvent, parce que je trouve qu'il y a des tas de pistes à explorer. Je pense que c'est là la principale différence justement avec l'œuvre de J.K. Rowling. Je pense que Tolkien a connu la guerre, a connu ces choses-là, et il parle vraiment de ces choses-là. Et il plongeait dans l'épique et dans le mythe qui n'était pas manichéen aussi. Parce que c'était son travail, on va dire vivrier, universitaire, de plonger là-dedans. Là où J.K. Rowling, elle, et c'est un point de vue assumé, elle part de sa société, qui est une société libérale, dans laquelle un héros comme Rogue ne peut avoir droit de cité. Et c'est justement, je pense, en partant de ce principe-là, moi j'ai pas été déçu par la fin d'Harry Potter, parce que, en fait, je m'attendais très rapidement, je les ai lus assez tard, hein, c'est pour ça que je pouvais y réfléchir. J'espère que j'ai spoilé personne. Parce que je m'attendais... Non, parce que sinon je peux encore, j'allais parler du trône de fer. Parce que je m'attendais réellement à ce que ce soit un soufflet, en fait. Ouais. Parce que tout ce qui est mis en place pour faire briller les êtres qui doivent briller. Ouais.
Et c'est, moi, je pense, la grosse faiblesse de l'écriture de Rowling, c'est justement qu'elle n'a pas compris le concept de l'écriture épique. Mais ça m'a révolté Ah ben, que Snape n'ait pas le droit d'être le héros alors qu'il le méritait et qu'on invente un héros bidon. Ça m'a révolté. C'est ce que j'essayais de dire en disant que c'est une logique qui est une logique d'un temps libéral qui est très différente de celle de Tolkien et d'autres. Je suis assez d'accord. Ou de Stéphane Plateau. Mais je voulais terminer avec la claque la plus magistrale qu'on a administrée à la figure du héros récemment, bien sûr, le Trône de Fer. Tout le monde a lu ou vu. Ah, tu... Ah, mais j'ai vu que les premières saisons et un jour je lirai la suite. Ok. Non, Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent sortir ou tout le monde sait? Je ne lis jamais, je ne regarde jamais de fantasy, j'ai juste fait un effort sur Game of Thrones. Alors là, du coup... Ouais, d'accord, ok. Voilà. J'avais prévu de poser la question, puis je me suis dit non. Donc, voilà un auteur qui non seulement tue des héros. Alors, c'est déjà rare que le héros meure. En général, la décence veut que si le héros meurt, il meurt noblement. Il faut que sa mort serve à quelque chose, et il faut qu'il y ait une compensation. Il va mourir, mais il sera le héros glorieux qu'on chantera éternellement. Notez que le héros épique meurt. Il faut raconter sa mort. Hein. Si on ne va pas jusqu'à raconter sa mort, ça retrancherait franchement à sa gloire. Ça aussi, c'est très différent maintenant. J'ai oublié de vous parler des cochers. Le héros antique a un sidekick, qui est le cocher. C'est Arjuna à Krishna, carrément le luxe. Cuchulainn à Lug, qui est son cocher également. Ce sont des personnages importants. Et donc le héros doit mourir, s'il meurt c'est noblement, et il faut qu'il y ait une consolation au minimum, ou qu'il ait accompli un grand acte, parce que le héros c'est lui qui doit accomplir l'acte principal. Je suis déjà pas d'accord. Et je pense que Howard et Leiber n'étaient pas forcément d'accord non plus. Voici un auteur, Martin, qui bouleverse tous les codes en se permettant non seulement de tuer des héros, mais de les humilier, de flétrir leur mémoire à jamais. Je vais admettre un crime que je n'ai pas commis en espérant échapper à la décapitation. Je suis décapité quand même après avoir avoué mon crime devant tout le monde. Et pendant tout le reste de la saga, je resterai à jamais le traître et le félon aux yeux de tout le monde. Waouh! Encaisse ça le héros, quoi. Il se permet également de... ça aurait été impensable il y a encore 20 ans, comme on le voit sur l'image, de souiller le corps du héros, d'attenter à sa mémoire, comme avec Robb Stark, en lui collant la tête de son loup sur le... Et puis les héros peuvent mourir par malchance. Au lieu d'être sauvés au dernier moment par un coup de bol, il y en a qui vont crever, ou en tout cas ils sont bien partis pour, parce qu'au dernier moment, le duel judiciaire qui devait les sauver a mal tourné, alors que tout portait à croire que ça allait bien se finir. Ils peuvent mourir à cause de leurs propres actes. Ça, on le retrouve aussi dans l'Antiquité. Mourir à cause de leurs fautes, à cause de leurs erreurs, à cause de leurs choix. Ce qui est toujours intéressant aussi. Dans l'épique, dans le grand récit épique, on connaît la fin, donc on fait semblant de se laisser surprendre. Mais c'est comme un match de foot, on a le plaisir d'avoir deux camps et de pas savoir qui va gagner. Dans notre récit à nous, c'est beaucoup plus pauvre. Il y a les bons, il y a les mauvais, les bons vont gagner, il n'y a pas de surprise finalement, sauf sur la manière. Alors aussi, on se laisse prendre de la même manière, on se trompe soi-même, on se laisse embarquer. Mais... voilà, donc moi je voudrais dire qu'il y a encore des milliards de choses à faire pour continuer à attaquer la figure du héros, la traiter autrement, sortir des canevas, faire exploser les codes. Donc passer le témoin d'un héros à l'autre après la mort du premier, ce qu'on n'a pas fait avec Sam, pour de très bonnes raisons, mais c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Le relais des héros, c'est un peu ce que je fais dans ma saga. J'ai pas de héros principal, mais le flambeau de l'héroïsme passe d'un personnage à l'autre, et j'ai envie qu'il puisse surgir de mains inattendues, de personnages humbles, de personnages qu'on n'aimait pas. Oui. Le relais du héros, ça a été fait, je suis en train de me rappeler, au cinéma. Tarantino l'a fait dans Boulevard de la Mort, par exemple. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Ouais. Mais en fait, je dis ça a pas été fait. Non, mais... il y a eu des gens audacieux hors des canevas tout le temps, et j'en manque certainement, mais ça a été de toute façon tellement peu fait que ça vaut encore la peine de l'exploiter. C'est que Boulevard de la Mort, c'est un des films les plus dépréciés de sa filmographie. Ah bah oui, c'est toujours risqué. Hein. Et moi je pense que le public est mûr, parce que le succès de Game of Thrones c'est tout à fait étonnant dans un pays manichéen comme les States. Voilà, un récit où il n'y a pas vraiment de camp des bons, ou alors celui qu'on pense le plus le camp des bons s'en prend plein la gueule. Les héros meurent, et ça marche, et ça cartonne aux States. C'est quand même encourageant, je trouve. Donc voilà, alors il y a les anti-héros qui commencent à bien se montrer. Le plus gros succès de la fantasy française, c'est quand même l'histoire d'un anti-héros. C'est Gagner la guerre de Jaworski avec le personnage de Benvenuto, qui est un assassin, qui est une petite frappe stupide, crapuleuse. C'est vraiment un anti-héros. Il y a pas grand-chose pour le racheter, quoi.
Nous voulons des héros faillibles, nous voulons des héros qui doutent, qui se trompent, qui s'égarent dans le mauvais camp, des héros qui s'écroulent parce qu'ils sont touchés dans leurs points faibles, et puis qui s'enlèvent, ou pas. Des héros qui connaissent des sorts indignes, des héros qui n'ont pas de chance, de l'héroïsme qui surgit là où on l'attend pas, d'un personnage minable ou mal aimé, des héros qui repoussent leurs limites. Bref, moi je veux voir plus d'humanité, et c'est ça que j'ai envie de faire, et je pense que je suis pas tout seul à avoir envie de faire ça. Et si on laissait le lecteur choisir son camp? Et si on le laissait lui choisir ses héros préférés parmi ceux qui s'affrontent, en montant les forces et les faiblesses, les bons et les mauvais côtés des uns et des autres, sans le prendre par la main, sans lui dire tu sais c'est celui-là le bon. Et il sera peut-être déçu, mais quand même grisé par l'histoire si son favori perd, comme quand on regarde un match. Moi je suis persuadé que le public peut apprécier ça, qu'il peut sortir de ses habitudes et qu'il peut sortir de l'ornière dans laquelle nous l'avons enfermé, en particulier depuis cet énorme gâchis mondial et universel que le monothéisme, tellement plus pauvre et tellement plus triste que le polythéisme qui lui était ouvert sur l'autre, intégrait des récits d'ailleurs. D'ailleurs, quelle leçon morale, quel exemple on montre aux enfants quand on continue à présenter cette vision pauvre du monde où il y a les bons d'un seul côté et les mauvais de l'autre. Et plus de femmes aussi. Et plus de femmes, ouais, certainement. Ouais. Alors, au niveau des femmes, il y en a de plus en plus. Ça sera pour mon intervention demain. Non, juste une remarque par rapport aux personnages manichéens. Juste un petit rappel, c'est que dans la culture pop japonaise, que ce soit le manga ou l'anime, depuis fort longtemps, on travaille sur des personnages qui apparaissent antipathiques et qui finissent par devenir sympathiques. De côté. Et juste pour citer que ce type de mécanisme influence de plus en plus, notamment la fiction américaine et dans des séries télé. Ouais. Et juste à citer un exemple, la série Révolution, où le méchant archétypal de la première saison finit par faire équipe avec le groupe entre guillemets gentil dans la deuxième saison. Et il a toujours son comportement d'anti-héros, c'était un personnage très violent, mais il fait équipe avec le groupe entre guillemets gentil. Et on pourrait multiplier ça, c'est bien dans les séries récentes américaines. T'as la quête de l'oiseau-temps aussi, il y a des exemples comme ça. Voilà, des personnages qui sont ambivalents, qui sont... Moi j'adore. Hein. Voilà. Et je pense que ça, c'est un processus qui est en train de se développer dans la fiction, notamment la fiction télé. Voilà. Mais les séries sont un énorme atout, tout simplement parce qu'elles disposent de temps, qu'elles permettent de développer de nombreux personnages. Et là, on retrouve effectivement ce côté épique. Hein, même dans des séries comme Deadwood, comme Rome, tu as le temps de développer les personnages des deux camps et d'aimer les personnages des deux camps. Donc pour ça, les séries, c'est fabuleux. Le succès des séries actuellement, c'est une des meilleures choses sans doute qui soit arrivée à la. Je suis désolé pour mon... j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver mes mots aujourd'hui et être fluide parce que j'ai vraiment pas dormi du tout et je suis vraiment à la ramasse. Mais je trouve ça chouette parce qu'on termine l'intervention des gens en pleine discussion, en débat. Continuons. Les personnages féminins sont de plus en plus présents aussi dans les séries. Oui, ça c'était le point où tu voulais venir. Pour répondre Est-ce que certains parmi vous ont des questions, remarques, critiques, jets de tomates sur l'intervention de Stéphane? Oui, j'aurais plein de commentaires, évidemment. Pas de tomates. De questions. Juste, puisqu'on a terminé sur Game of Thrones, qui est effectivement extrêmement intéressant. Il n'y a pas de spoiler, c'est juste parce que tout le monde connaît au moins le concept général de l'œuvre. Est-ce que, je disais que c'était tout à fait étonnant que ce soit, c'est cette forme pas manichéiste, est-ce que ça ne témoigne pas tout simplement aussi de l'état, puisque c'est une série américaine, de se rappeler que nous sommes actuels, que les États-Unis sont un État fédéral qui est en train de se disloquer. En tout cas, sur le plan idéologique, c'est-à-dire que les dernières élections, on voit bien un pays totalement fracturé. Et que ça se remarque justement dans ce type de série. Westworld est pas mal non plus dans le genre parce que c'est ce que ça amène, c'est-à-dire que on ne crée maintenant un univers dans lequel le manichéisme disparaît un petit peu au profit d'entités séparées, dans lequel chaque camp a ses tenants et ses aboutissants, qui finissent justement par s'affronter. Ça, c'était juste une remarque sur Game of Thrones, je trouve qu'elle est parfaitement représentative. Tu ne serais pas en train d'insinuer qu'une œuvre elle reflète son époque par hasard? Non, pas du tout. Sinon, par rapport à l'histoire du manichéisme, si j'ai bien suivi,
commencé à mettre ça à l'époque de Babylone. Non, c'est avant, parce qu'il y a le zoroastrisme aussi, il y a des tentatives. Donc j'ai zappé un peu le sujet parce que je battais trop le beurre. Parce que justement, ce qui est, je ne sais pas si on peut vraiment mettre, je veux dire, les récits purement manichéens. À l'époque du zoroastrisme et de l'invention, entre guillemets, du monothéisme au moment de l'exil à Babylone et du retour et de la mise par écrit des textes par les Hébreux de ce qui va devenir du judaïsme, parce que il suffit de lire les textes de ce qui est maintenant l'Ancien Testament pour voir que beaucoup de récits sont encore empreint de mythes beaucoup plus anciens, venant justement de Babylone et autres. Il y a un syncrétisme qui se fait, qui est tout à fait passionnant, et de voir que même s'il y a toujours le principe du Dieu unique au-dessus, dans la pratique, il y a dans les textes, justement, il y a des héros, des anti-héros, il y a même le personnage de Samson, par exemple, est tout à fait passionnant sur ce plan-là, parce que, dans le livre des juges, parce qu'il c'est un héros, mais enfin, c'est quand même, on voit qu'il y a un brassage comme ça de thématiques qui ne reflètent pas justement cet aspect manichéen. Ce qui est intéressant de voir, enfin, je pense, c'est justement à partir de quel moment, entre, on va dire, le Nouveau Testament et le Don Quichotte, se met en place, parce que le Don Quichotte est passionnant, parce que c'est le premier, non seulement c'est la fin du roman de chevalerie, mais c'est le premier livre de critique sur le roman. C'est-à-dire, c'est une mise en abîme, c'est un roman sur le roman. C'est là où c'est le premier roman moderne, en quelque sorte, à cause de ça. Puisque Don Quichotte passe son temps à lire des livres de chevalerie, et voilà, c'est ça son problème. Donc, entre ces deux pôles, à partir de quel moment cette division bien-mal se met en place. Dans la chanson de Roland, par exemple, j'ai toujours eu l'impression que, au-delà du Charlemagne, des chrétiens contre les Sarrasins, le fond du roman, c'est pas ça, c'est l'histoire du roman, c'est l'histoire d'une trahison. C'est aussi l'histoire d'une trahison. C'est ça, surtout, c'est Ganon. On parle de roman pour la chanson de Roland depuis tout à l'heure. C'est une chanson de geste, donc c'est très oral. C'est très oral, et c'est modifié même dans les premières années de sa diffusion. Donc faut très... Donc c'était vraiment une déclamation. Et c'est un roman c'est l'histoire de passion, de trahison, autant. Donc, je suis toujours intéressé de me demander quand vraiment ce découpage, quand est-ce que, pour dire les choses comme elles sont, quand le héros, même pas chrétien, le héros catholique, en quelque sorte, s'est vraiment mis en place, et même quand il est mis en place, quel serait le héros chrétien, catholique, manichéen type, quoi. Donc en fait, tu te poses c'est 80 ans après la chanson de Roland, c'est la reprise de Chrétien de Troyes par les Belges, les Flamands et les Allemands. C'est le Perceval catholique. C'est au moment où le chrétien, le monothéiste, passe la barrière du païen, du spirituel, qui est dans la matière de Bretagne, la matière païenne résiduelle. C'est à ce moment-là, donc c'est au début, première moitié du XIIIe siècle. 14e siècle. 13e siècle. Ce qui est intéressant, c'est que manifestement, d'après ton commentaire, tu te posais la même question depuis un certain temps. Parce que moi, j'ai vraiment cette question. Bon, je me suis retrouvé propulsé ici à intervenir alors que j'avais pas du tout quelque chose de près comme vous, ou un sujet de spécialité. Je sais d'ailleurs même pas pourquoi je suis là. Parce que j'ai lu tes romans et puis que t'avais un truc à dire. Et voilà, donc j'ai dû gratter pour me dire qu'est-ce que j'ai à dire. Et c'est en creusant un peu mes influences que j'avais envie de faire que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais fondamentalement envie de parler d'héroïsme et que quelque part effectivement j'avais peut-être quelque chose à dire et que j'avais été bercé au Mahabharata parce que j'ai vécu en Inde étant gosse et dans l'Iliade et que ça avait profondément influencé ma vision et la façon d'écrire non manichéenne de mes bouquins, que ça remontait à l'épique. Et donc depuis je me pose la question, effectivement, cette thèse du monothéisme qui a appauvri très fort notre façon de raconter les choses, je l'ai pas lu ailleurs parce que j'ai pas eu le temps de lire ailleurs, de me documenter assez pour faire ce travail. Je commence le travail, je risque cette thèse devant vous pour la première fois. Elle est peut-être déjà écrite et réécrite et que je l'ignore, ou elle est peut-être encore complètement à creuser, mais en tout cas la question me passionne aussi pas mal, quoi. Elle est plutôt reconnue, la thèse, en effet. Oui. Le zoroastrisme, qui est le premier texte à dire qu'il y a l'opposition du bien et du mal, la lumière et l'obscurité, qui va influencer ensuite le monothéisme, qui va donner jusqu'à la chrétienté. Et avec ça,
la vision platonicienne justement d'un monde idéal par rapport au monde terrestre, tout ça va se coaguler pour donner cet appauvrissement. C'est ce que j'ai zappé dans mes notes. La chanson de geste illustre ça en fait, c'est-à-dire que c'est la lutte constante du bien et du mal sur les deux plans. L'ennemi extérieur, le sarrasin, et l'ennemi intérieur, le traître. Et ça, c'est un thème constant dans toute la chanson de geste. Par exemple, pour reprendre une chanson de geste qui ne parle ni de sarrasin, ni d'opposition de camp, d'ethnie ou de quoi que ce soit, la chanson de Garin le Lorrain. Donc c'est un Lorrain qui s'appelle Garin, qui est chevalier et qui est un gros bourrin. Tout le monde reconnaît que ce mec a un petit poil à la place du cerveau. Et toute la chanson de geste va être une descente de Garin dans son sanglier intérieur. Parce que c'est un sanglier, il arrache tout sur son passage, il arrache ses femmes, ses partenaires d'armes, il arrache tout. Et du coup, les mêmes thématiques, la trahison de son soi intérieur qui le trahit lui au moment où il veut, au moment où il se dit là, faut que je sois un sanglier, il craque. Il y arrive pas parce que la pression, parce que je sais pas, c'est la panne, ça ne fonctionne pas. Non mais c'est clairement, c'est très sexuel, Garin le Lorrain. Et toute la chanson de geste est tournée autour de ça. Et c'est pour ça que je pense que le corpus de la chanson de geste, on parle de romans, de culture populaire, voilà. Ça doit être vraiment traité dans son ensemble et c'est vraiment très délicat comme, après c'est mon point de vue de médiéviste. Je m'exprime probablement sur plein de trucs dont je n'ai pas conscience de la complexité, de la profondeur, etc. Et c'est à chacun de faire le travail de... C'est une chanson, c'est dans les dernières. Dans les toutes dernières. C'est dans les dernières, mais c'est... L'idée parodique du Don Quichotte qui serait quoi, on aime toujours mettre des dates, le premier roman moderne. La France se bat parce que c'est pas nous, mais c'est un espagnol, on n'est pas content. Mais déjà dans la littérature médiévale, à partir du moment où on commence à écrire, il y a déjà une réflexion. Le jeu de Robin, de Marion est pas mal non plus dans le genre. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure quand je disais que pour moi il y a plusieurs périodes de cristallisation et moi je suis très peu savant, érudit, je sais pas comment dire, sur tout ce qui est proto-médiéval et ce qui est dans l'Antiquité, à part les textes classiques de la Grèce du 5e siècle. Mais je pense, pour ma part, qu'il y a plusieurs périodes de cristallisation qui amènent en lumière les mêmes éléments à des périodes, il y a des espaces de temps réguliers en fait, et que régulièrement on se retourne vers les mêmes choses, et qu'il y a eu le cas avec le romantisme, il y a eu le cas avec la chanson de geste et les romans de chevalerie, il y a eu le cas probablement dans l'Antiquité romaine avant, au moment de tous ces mémoires en fait où on raconte des trucs de machin généralissime a fait ça et on voit qu'il n'y en a pas la moitié qui sont réels. Voilà, et je pense qu'il y a vraiment des moments comme ça où on a besoin de se rappeler ça, et qu'une société qui c'est souvent une société en décrépitude. La chevalerie du XIIe siècle est en décrépitude complète et est amenée à disparaître en tant que telle. Le romantisme allemand, on va pas se mentir, la société romantique allemande du XIXe siècle, c'était pas la joie tous les jours, et l'ère victorienne non plus. C'est des sociétés qui sont sur le déclin, qui ont besoin d'un regard sur elles-mêmes valorisateur, qui les remet en lumière et à travers lequel elles peuvent dire « Ah ouais, on est ça », même si elles ne le sont plus du tout. Et je pense que régulièrement ça arrive. Voilà. Se raccrocher à ses racines, quoi. C'est mathématique. Par contre, et puis, je méfie toujours des moments où on dit cette société à ce moment-là est en déclin, elle est pas, parce que c'est très partiel. C'est très partiel et on peut le dire qu'avec des siècles de recul. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'historiens et de sociologues qui commencent seulement à le dire sur le romantisme allemand. Enfin, seulement. Qui fonctionne pour le romantisme français. Exactement. C'est exactement l'inverse.